Bienvenue sur Randonnée Zen, le podcast qui aide les randonneuses à gagner en confiance et en autonomie pour partir en randonnée plus facilement, régulièrement et sereinement. Je m'appelle Sarah et je suis une passionnée de randonnée qui ne connaissait pourtant absolument rien à ce merveilleux sport il y a quelques années. Ici, je te partagerai tout ce dont tu as besoin pour devenir plus confiante et autonome en randonnée et ainsi progresser dans ta pratique de ce sport. N'hésite pas à t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être averti quand un nouvel épisode est disponible. Et maintenant, assis-toi confortablement et prépare-toi à devenir une randonneuse zen et confiante. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Randonnée Zen. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre de l'épisode, aujourd'hui on parle de chaussures de randonnée et plus précisément comment les choisir. Donc, si vous avez écouté le dernier épisode, c'était le deuxième épisode, du podcast, où je parlais du matériel essentiel à avoir pour partir en randonnée, eh bien, vous savez que les chaussures sont l'élément principal à considérer quand on part en randonnée. Donc, si vous n'avez pas écouté le deuxième épisode, je vous encourage à aller l'écouter, comme ça vous allez pouvoir mieux comprendre quel est le matériel sur lequel il est essentiel d'investir. Petit spoiler, les chaussures de randonnée sont le premier élément. Et bien sûr, tous les autres éléments qui sont importants, mais aussi ceux où c'est moins important d'investir. Et aussi bien avoir une petite liste du matériel à avoir quand on part en randonnée. Donc, les souliers de randonnée. Bon, je pense que c'est assez évident que c'est l'élément le plus important parce que c'est ce qui est en contact direct avec le sol, avec le terrain sur lequel on va randonner. C'est super important pour la sécurité dans une randonnée d'avoir des chaussures adéquates. On va voir quelles sont les chaussures adéquates et quelles ne sont pas adéquates. Deuxième spoiler, les chaussures de course, de gymnase qu'on utilise pour aller au gym et tout ne sont pas adaptées. Et non. Donc, on va voir quels sont les souliers à prendre pour partir en randonnée et comment les choisir. Donc, je dirais qu'on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc, le premier élément qui va être vraiment important à bien réfléchir pour choisir ses souliers de randonnée, c'est sa pratique de randonnée. C'est vraiment l'élément principal. On ne part pas s'acheter des souliers de randonnée tant qu'on ne sait pas quelle est notre pratique de randonnée ou quelle va être notre pratique de randonnée si on s'initie à ce merveilleux sport. Donc, qu'est-ce que j'entends par déterminer sa pratique de randonnée? C'est quels sont les critères à prendre en considération. Alors, le premier critère à prendre en considération, c'est la fréquence des randonnées. Donc, si on randonne 2-3 fois par année, c'est sûr qu'on va pas aller sur le même type de chaussures et le même budget, honnêtement, que si on randonne 10, 15, 20, 30 fois par année. Donc, c'est sûr que ça va influencer grandement le choix de la chaussure de randonnée. Bien sûr aussi, la longueur des randonnées. Donc, on peut faire 2-3 randonnées par année, mais on peut très bien faire 2-3 randonnées par année de 1000 km chacune ou de 2-3 km chacune. Donc là aussi, ça va avoir une grande différence si on fait seulement des randonnées à la journée ou si on fait de la longue randonnée ou de la randonnée sur plusieurs jours. Donc, la longueur des randonnées, c'est aussi très important à déterminer. Ensuite, on va déterminer aussi plus ou moins, ici c'est, on peut pas toujours savoir exactement tous les types de terrains qu'on va rencontrer, mais plus ou moins quel type de terrain est-ce qu'on va rencontrer. Est-ce qu'on va être plus sur des collines de la moyenne montagne? Dans la moyenne montagne, ce qu'on entend, c'est généralement sous les 2000 mètres, donc entre 1000 et 2000 mètres, 1000 et 2000 mètres, c'est de la moyenne montagne. En dessous de ça, c'est généralement considéré comme des collines. Donc, si on fait surtout en colline ou en moyenne montagne où il y a généralement pas trop de difficultés, c'est pas des terrains difficiles, c'est sûr que on va choisir un type de chaussure. Si on veut faire de la randonnée hivernale, c'est sûr qu'on va choisir un modèle différent de la randonnée estivale. Bien sûr, il va falloir que les chaussures de randonnée pour l'hiver soient plus
isolante que celle estivale, par exemple. Donc, le type de terrain, si on veut faire de la randonnée en haute montagne, quand je dis haute montagne, j'entends pas de l'alpinisme, hein, ça c'est encore un autre sport, carrément. Mais en haute montagne, sur des pierriers, par exemple, ou des terrains plus difficiles, ben là, c'est sûr qu'on va choisir d'autres types de chaussures. Ensuite, les conditions climatiques. Est-ce que, comme je disais, on va être en hiver, en été? Est-ce qu'on vit dans une zone très pluvieuse, donc il pleut souvent, donc ça, c'est un élément important à prendre en considération. Est-ce qu'on vit dans un climat très sec, très, très chaud, par exemple, où il vient presque jamais de pluie ou fait jamais froid? Ça va aussi influencer notre choix. Finalement, un autre élément à prendre en considération, ça va être le poids du sac à dos qu'on va porter lors de nos randonnées. Ici encore, hein, en général, c'est pas toujours possible de déterminer exactement quel sera le poids à chaque fois, mais si on se cherche des souliers pour faire de la randonnée à la journée, ben on va aller sur un sac à dos de 2-3 kilos, donc c'est pas un sac à dos super lourd. Par contre, si on veut faire de la randonnée sur plusieurs jours en autonomie ou en semi-autonomie, mais là, on va déjà, ou par exemple un pèlerinage comme les chemins de Santiago, par exemple, ou d'autres pèlerinages du genre qui sont un peu plus, entre guillemets, urbain, c'est pas tellement en haute montagne, par exemple des GR, des grandes randonnées, des sentiers de grande randonnée, par exemple dans les Pyrénées ou dans les Alpes, ben là ça va être encore, ça va requérir un autre type de sac à dos, un autre type de poids, par exemple, du sac. Donc, le poids du sac à dos, super important, à déjà aussi garder en tête pour choisir ses souliers de randonnée. Un point très, très important à garder en tête en ce moment quand on détermine sa pratique de randonnée, c'est qu'il faut choisir notre paire de chaussures pour notre pratique principale actuelle. Donc, si, comme je disais, en ce moment, on fait principalement de la randonnée à la journée avec un petit sac à dos en colline, moyenne montagne, disons juste l'été, ben on va se choisir des souliers pour ça. Si on n'en a pas déjà, bien sûr, hein? Mais si on est en train de chercher des chaussures de randonnée pour notre activité en ce moment, on va la choisir sur ces critères-là. Si on dit oui, mais éventuellement, j'aimerais peut-être partir l'année prochaine, faire justement de la randonnée sur plusieurs jours en bivouac dans les Alpes. OK, mais ça va être l'année prochaine. Malheureusement, quand on veut progresser dans notre pratique de la randonnée c'est ça, aller passer de la randonnée à la journée, par exemple, en moyenne montagne, à déjà de la randonnée à la journée, mais dans des terrains plus difficiles en haute montagne, ou on veut passer de la randonnée à la journée en semi-autonomie, à la journée sur plusieurs jours, en semi-autonomie ou en autonomie complète, ça va nous demander probablement d'acheter une autre paire de chaussures, sinon peut-être plusieurs paires de chaussures. Hein. Quand on se met à faire de la randonnée, plusieurs types de randonnée, c'est pas rare d'avoir 2-3 paires de chaussures différentes. Donc ça, c'est vraiment important. On se concentre sur notre pratique actuelle, celle qu'on va faire là, dans les prochains mois. Et si éventuellement on veut commencer à faire d'autres types de randonnées, ben là, éventuellement, on va reprendre les critères que je vais vous énumérer juste après. Et là, on va choisir un autre type de chaussure plus adapté. Donc ça, c'est vraiment important. Malheureusement, moi, je suis minimaliste dans ma vie. J'essaie d'acheter le moins de choses possible, mais c'est pas toujours possible. Les chaussures de randonnée en sont un très, très bon exemple. Donc, voilà, on va commencer maintenant à parler des différents types de chaussures de randonnée parce que si vous avez déjà été dans un magasin de plein air, vous avez probablement vu qu'il y avait un très, très vaste choix, différents types de chaussures qui même visuellement, on voit qu'il y a des différences et tout. Vous savez peut-être pas quelles sont les différences entre ces différents modèles-là, donc c'est ce dont on va parler tout de suite. Donc, premier point important. Pourquoi on n'utilise pas des chaussures de sport, là, comme je disais tantôt, qu'on utilise pour aller genre au gym ou pour courir là, en ville quand on fait de la randonnée? Alors, déjà parce que
c'est pas des chaussures qui sont adaptées. Elles offrent pas assez de support et de maintien aux pieds et à la cheville pour que ce soit, sécuritaire sur des sentiers qui sont plus variables que l'asphalte. Hein. L'asphalte, là, en gros, sauf s'il y a un trou, c'est assez régulier. Il y a pas trop d'instabilité et tout. Donc, c'est pas besoin d'avoir quelque chose qui offre un bon maintien, un bon support. En montagne, par contre, sur les sentiers, oui, c'est des terrains qui sont variables et donc c'est important d'avoir quelque chose qui supporte bien le pied. Ensuite, les chaussures de sport ne protègent pas assez les pieds des obstacles, genre les roches, les branches, tous les petits cailloux, tout ce qu'on peut trouver sur un sentier. Si vous êtes déjà cogné le pied en randonnée contre un caillou ou je sais pas quoi, vous étiez probablement très content d'avoir une chaussure avec un peu de renfort parce que sinon ça aurait fait très très mal. Donc ça, c'est super important. Les chaussures de gymnastique, là, c'est du tissu avec rien là, pour protéger. Donc, contre les obstacles qu'on trouve sur les sentiers, c'est pas du tout adapté. Et finalement, les semelles des chaussures de sport n'offrent pas assez d'adhérence et d'accroche pour être sécuritaires sur des surfaces lisses ou mouillées ou sur des surfaces instables. Donc, généralement, elles sont très plates, aucun type de crampon sous la semelle pour donner cette adhérence et cette accroche. Donc, voilà, les chaussures de sport, absolument. Moi, à chaque fois que je vois des gens en montagne avec ces chaussures-là, je me dis, oh mon Dieu, c'est un accident qui attend d'arriver. Donc, vraiment, je sais que c'est ça peut représenter un petit investissement, des chaussures de randonnée et tout, mais sérieusement, la sécurité, c'est vraiment plus important, surtout qu'en montagne, se faire récupérer par le secours alpin, c'est pas donné. Donc, vaut mieux investir 80-100 € dans une paire de souliers que de dépenser 5 000 € pour être secouru par le secours alpin. Je dis ça, je dis rien. Donc, chacun fait ses choix. Donc, le premier type de chaussures adaptées à la randonnée qu'on va voir, ce sont les chaussures de trail ou appelées aussi trail runners en anglais. Donc, c'est des chaussures qui sont très semblables aux chaussures de course dont on vient juste de parler et qu'on a dit qu'ils n'étaient pas adaptées. Sauf que, justement, celles-ci, elles sont adaptées à la randonnée parce qu'elles sont plus rigides, elles offrent un meilleur maintien, et une meilleure adhérence et une meilleure accroche. Parce que, justement, là, les semelles, elles ont des crampons, elles sont faites pour être utilisées sur les sentiers. Donc, elles sont vraiment pensées pour ça. Donc, généralement, pas généralement, elles sont toujours à tige basse, c'est-à-dire que elles remontent pas plus haut que la cheville, même que la malléole, donc elles sont plus courtes. Elles sont plus basses, justement, que les autres chaussures dont on va parler juste après. Elles sont aussi plus légères et confortables que toutes les autres chaussures qu'on va voir tout de suite après. Et elles sont adaptées pour faire de la course sur sentier, hein, de trail running, ça vient de là, de la course sur sentier, pour des randonnées en moyenne montagne. Avec un gros astérisque ici, si on est habitué, on a les chevilles musclées, elles sont adaptées pour la montagne, la moyenne montagne. Mais là encore, c'est ça. On va voir après. Si on débute en randonnée, c'est pas le choix que je conseille. Si on sait pas trop bien gérer, c'est justement les pas en montagne et tout. On sait pas trop si nos chevilles sont stables ou pas. Moi, personnellement, je conseille d'éviter. Mais bien sûr, chacun fait ses choix et décide du modèle à prendre. Elles sont aussi adaptées pour les pèlerinages avec peu de passages en montagne et surtout, c'est ça, urbaine. Donc, par exemple, les chemins de Compostelle. Moi, j'ai fait, par exemple, la Via di Francesco ici en Italie. Disons, en Europe, là, les chemins de pèlerinage, entre guillemets, religieux, qui sont souvent plus urbains, c'est ça, ils passent plus dans des zones urbaines ou dans des chemins de campagne, des choses comme ça. Donc, la terre battue, pas beaucoup de sentiers en montagne. Ça, les trail runners sont très, très adaptés pour ça.
Et elles sont super utiles aussi pour d'autres sports de plein air, comme le vélo, le kayak, par exemple. Moi, j'utilise mes trail runners pour faire du vélo, par exemple. Je ne me suis pas acheté une paire juste pour faire du vélo. Je réutilise ce que j'ai déjà. En kayak aussi, si on doit faire des portages, c'est pratique aussi d'avoir des trail runners, par exemple, qui permettent justement de marcher en sentier quand on doit faire des portages. Alors, c'est possible d'utiliser des trail runners en longue randonnée, sous certaines conditions. Et là, ici, je tiens à faire un petit disclaimer. Donc, moi, ici, j'essaie de vous donner les conseils les plus, disons, exacts, les plus complets que je puisse vous donner, et selon mon expérience aussi et tout ce que j'ai lu sur le sujet au cours des dernières années, mais je décline toute responsabilité en cas d'accident si vous n'avez pas choisi la bonne chaussure, et voilà, le choix est à vous. La randonnée, c'est un sport qui comporte des risques, donc voilà, quand vous partez sur un sentier, vous devez être conscient des risques qu'il y a et aussi conscient que les choix de matériel que vous faites vous appartiennent et que vous êtes les seuls responsables de ces choix-là. Donc voilà, petit disclaimer. Donc, je disais, c'est possible d'utiliser des trail runners en longue randonnée sous certaines conditions très précises. Donc, par exemple, si on sait que ça va être un terrain assez sec, pas trop technique, donc comme je disais tantôt, un peu genre des chemins genre en terre battue ou en gravier, voilà, des sentiers très, très faciles, pas techniques du tout, pas de passage en haute montagne, par exemple. D'ailleurs, surtout pour de la moyenne montagne, très, très... pas du tout recommandé en haute montagne, voilà, sauf si vous êtes genre expert et tout, mais bon, je pense que vous seriez pas ici si vous étiez genre mercenaire. Donc voilà, on évite absolument les trail runners en haute montagne, donc je vous rappelle au-dessus des 2000 mètres, et surtout si vous savez que vous avez les pieds et les chevilles musclés, vous êtes entraîné, vous avez fait beaucoup de randonnées, que vous avez un sac léger et que vous utilisez des bâtons de randonnée, là c'est possible d'utiliser des trail runners pour de la longue randonnée. Par exemple, moi, je suis partie une semaine en complète autonomie toute seule en Slovénie pour faire une centaine de kilomètres sur la Via Dinarica. J'avais 18 kilos sur le dos, donc sac pas trop léger, mais j'avais des bâtons de randonnée, je m'étais hyper bien renseignée sur la randonnée, c'était que des chemins forestiers, donc terre battue, gravel, genre pas du tout de difficultés techniques, pas de dénivelé vraiment intense. Donc, j'avais pris la décision d'aller en trail runners. Mais voilà, ça, c'est parce que moi, c'était pas mal... ça faisait plusieurs randonnées que je faisais en autonomie avec des sacs à dos très chargés sur plusieurs jours et tout. Donc, je connaissais bien mes capacités et tout. Mais voilà, en longue randonnée, les trail runners, si vous commencez, absolument, je vous conseille pas d'utiliser des trail runners. Donc, finalement, je voulais juste vous parler un peu des désavantages des trail runners par rapport aux autres, parce que oui, elles sont plus confortables et tout, mais elles ont aussi des désavantages. Donc, elles sont moins durables que les autres types de chaussures qu'on va voir. Elles sont, évidemment, absolument à éviter dans les conditions froides, parce que, voilà, elles sont moins isolantes que les autres types de chaussures, et elles offrent beaucoup moins de protection pour les chevilles. Comme je vous l'ai dit, la cheville est complètement libre, donc si vous avez des problèmes aux chevilles ou si vous êtes débutant, je vous déconseille ce genre de chaussures pour commencer. Ensuite, le deuxième type de chaussures de randonnée qu'on a, c'est des chaussures de randonnée. Quel nom original. Donc, c'est, disons, le classique. C'est ce qui s'utilisait beaucoup dans les années 90, 2000. Donc, c'est des bottes qui ont... généralement, c'est des bottes de randonnée, donc qui sont à tige moyenne ou haute. Donc là, on couvre déjà la malléole ou même plus haut la cheville, selon le modèle. Et ce sont des chaussures qui offrent un très bon maintien, une bonne adhérence et une bonne accroche sur le terrain. Donc, c'est des chaussures qui sont bien adaptées pour, justement, surtout la moyenne montagne et la plupart des randonnées.
Ils ont aussi une moyenne rigidité, donc elles sont moins souples que les trail runners, mais sont plus souples que les chaussures de trek dont on va parler juste après, ce qui les rend plus adaptés pour les problèmes de cheville. Donc, si vous avez ou des problèmes aux pieds, ça va vous donner plus de rigidité, ça va garder le pied plus stable et bien sûr, elles sont plus adaptées pour les terrains difficiles que les chaussures de trail. Mais là encore, les chaussures de randonnée, c'est pour surtout de la moyenne montagne, pas pour de la haute montagne. Ensuite, elles sont assez polyvalentes parce qu'on peut les utiliser en randonnée à la journée et en randonnée sur plusieurs jours dans des conditions pas trop difficiles. Donc ici encore, en moyenne montagne, avec un sac à dos pas trop lourd. C'est toujours mieux si on utilise des bâtons de marche. Mais voilà, ça peut être une bonne chaussure polyvalente si vous, en ce moment, vous faites de la randonnée à la journée, mais que dans les prochains mois, vous aimeriez commencer à partir peut-être pour une nuit en bivouac ou en cabane non gardée, donc avec un sac à dos un petit peu plus lourd que d'habitude, ça peut être un bon compromis. Les désavantages de ces chaussures-là, c'est qu'elles sont plus lourdes et elles permettent un moins bon déroulé du pied, donc disons le mouvement naturel que votre pied fait quand il marche, que les trail runners, bien sûr, parce qu'elles sont déjà un peu plus rigides et elles tiennent plus la cheville. Finalement, on a les chaussures de trek, qui sont des chaussures qui sont assez similaires aux chaussures de randonnée, disons à vue d'œil comme ça, mais elles sont beaucoup plus rigides. Elles offrent une meilleure protection contre le terrain. Elles ont généralement des pare-pieds à l'avant vraiment très rigides. Donc vous pouvez vous cogner le pied puis vous allez rien sentir. Et des renforts latéraux, même chose comme ça. Si vous cognez contre une roche ou quelque chose comme ça, vous allez moins ressentir le coup. Et elles offrent beaucoup plus de maintien et elles sont très très résistantes. C'est les chaussures les plus résistantes de tous les types de chaussures pour la randonnée. Donc, c'est ça. Ça, elles vont être très durables dans la durée. Durables dans la durée, wow! Généralement, elles sont à tige haute. Donc là, elles protègent très très bien la cheville. Elles empêchent pas le mouvement de la cheville. C'est un peu exagéré, mais la cheville est très très bien supportée parce que la tige, elle est haute. Donc là, on est vraiment au-dessus du malléole, quelques centimètres au-dessus du malléole pour bien tenir la cheville. C'est des chaussures qu'on utilise pour faire des longues randonnées sur plusieurs jours avec des sacs à dos lourds, généralement dans des conditions difficiles, genre météo un peu difficile, genre avec de la pluie, des averses, des choses comme ça. Des terrains difficiles aussi, comme des pierriers, donc très instables. Donc là, c'est vraiment important d'avoir un bon maintien au niveau de la cheville et beaucoup de dénivelé aussi, donc qui fait qu'on est plus fatigué. Donc, avoir un bon support, ça permet d'éviter de se faire mal à cause de la fatigue. Donc, c'est généralement des chaussures qu'on utilise en haute montagne, donc à plus que 2000-2500 mètres, mais on ne les utilise pas pour faire de l'alpinisme, hein, parce que comme j'ai dit tantôt, l'alpinisme, c'est une autre discipline par rapport à la randonnée. Donc, c'est pas pour être utilisé pour traverser des névés ou des glaciers. C'est vraiment quand on reste quand même sur des terrains entre guillemets secs, pas avec de la neige, pas des conditions enneigées, mais quand même en haute montagne, parce que les conditions en haute montagne sont plus difficiles qu'en moyenne montagne, par exemple. Donc, les désavantages de ces chaussures-là, c'est qu'elles sont lourdes, beaucoup plus lourdes que les autres types. Elles permettent un mauvais déroulé du pied parce que comme elles sont très rigides, disons qu'elles bloquent le mouvement naturel du pied. Et elles sont généralement beaucoup moins respirantes parce que justement, elles sont plus épaisses, plus rigides et tout. Donc, c'est des chaussures, comme vous voyez, c'est vraiment pour une utilisation assez précise et généralement déjà une utilisation un peu plus avancée. Donc, c'est à éviter, moi je dirais absolument pour des randonnées faciles à la journée. Donc, si vous les utilisez pour des randonnées à la journée, c'est pour des randonnées justement quand on est sur du 2000-2500 mètres d'altitude, beaucoup de dénivelé dans la journée. On sait que ça va être un terrain un peu difficile parce qu'il va y avoir
justement des pierriers, des passages où on a besoin d'un peu plus de précision. Les chaussures de trek permettent quand même une précision du pas assez impressionnante. Finalement, je voulais passer rapidement sur les sandales de marche parce que, ben voilà, il y a des gens qui les utilisent. Donc, c'est des sandales qui sont spécifiques pour la marche, hein. C'est pas des sandales de ville, genre qu'on utilise pour sortir le soir ou se promener en ville. C'est des sandales qui ont des semelles cramponnées, qui ont des velcro qui permettent de bien maintenir le pied et tout, et ça se voit, elles ont aussi un look sportif, disons. Donc voilà, c'est vraiment des sandales de marche. On prend pas des sandales n'importe lesquelles pour aller marcher en montagne. C'est une option qui offre plus de respirabilité, et de légèreté que les chaussures fermées dont on vient de parler, bien sûr, hein, elles sont toutes ouvertes. Et elles peuvent être utiles pour les passages dans l'eau, par exemple, si on doit traverser des rivières ou des marécages. Donc, ça peut être utile pour... si vous savez que vous allez faire une randonnée avec beaucoup de passages dans l'eau, ça peut être utile de les apporter en plus. Aussi, si vous faites de la randonnée dans le sable ou sur la plage, ça peut être très, très pratique. Et ça peut être... les sandales sont super pratiques pour substituer les chaussures de marche le soir au camp. Donc, si on part pour plusieurs jours ou même en pèlerinage, par exemple, ça peut être intéressant d'avoir une paire de sandales de marche qui aussi peuvent servir si on a un souci avec nos souliers durant la journée, par exemple, ou si on commence à avoir des ampoules et tout, ça peut être une bonne alternative d'avoir un bon backup plan, disons, d'avoir des sandales de marche. Donc ça peut être une option, et surtout le soir, voilà, c'est toujours agréable de pouvoir changer ses chaussures, enlever ses chaussures de randonnée pour s'aérer un peu les pieds, et on peut toujours mettre des bas dans les sandales pour avoir un style parfait et indémodable, mais voilà, ça permet, c'est quand même versatile. Il y a même des gens qui marchent avec leurs bas dans leurs sandales durant la journée, donc on sait jamais. Mais voilà, disons que elles ont un bon dual purpose dans ce cas-ci. Par contre, les sandales de randonnée, bien sûr, on les utilise pas partout, hein. On peut les utiliser sur des chemins très, très faciles et plats. Quand il fait chaud, surtout, hein, d'habitude. Mais je tiens à vraiment préciser, là, des chemins très faciles et plats. Donc là, on parle vraiment des chemins genre forestiers, mais très, très plats, pas de dénivelé ou presque, ou des petites balades genre autour d'un lac, un truc comme ça, OK, mais en montagne, non. C'est rarement les sandales peuvent être adaptées à un sentier en montagne, et elles sont absolument à éviter sur des terrains difficiles, justement, comme je disais tantôt, par exemple, être dans des pierriers ou très instables, des terrains avec beaucoup de dénivelé, par exemple, non, pas du tout. D'ailleurs, moi, par exemple, mes sandales de randonnée, un petit peu de côte, puis vu qu'elles sont en plastique, la semelle, mon pied glisse, mais c'est un truc hallucinant, genre j'ai presque le pied qui sort complètement de la sandale, donc faut vraiment, c'est vraiment pas adapté, là, un minimum de côte, puis c'est déjà comme ça, donc voilà. Et évidemment à éviter dans les sentiers où il y a des roches, des brindilles, des choses comme ça, parce que vous allez passer votre temps à enlever des choses de vos sandales, c'est vraiment fatigant. Et évidemment, si vous avez un sac à dos lourd, les sandales sont à éviter parce que vous risquez d'augmenter votre risque de chance de vous blesser comme ça. Donc, là, on arrive avec les conseils pour l'achat. Parce que là, c'est tout ce qu'on vient de voir, c'est un peu aussi à faire en amont, un peu de recherche pour se faire un peu une idée. Mais là, on arrive pour les conseils quand on est en magasin. Donc, le premier conseil, évidemment, il faut essayer les chaussures. Les chaussures, c'est pas quelque chose qu'on peut commander en ligne en se disant « Ouais, mais moi, j'ai toujours du 32, donc c'est bon, ça va le faire. » Non. Des chaussures de randonnée, ça s'essaye dans les bonnes conditions, avec les bons éléments et tout qu'on va voir tout de suite, mais il faut vraiment, vraiment les essayer. Ça, c'est hyper important parce que vous voulez pas vous retrouver au milieu de nulle part avec des souliers qui vous font des ampoules énormes qui vous empêchent d'avancer ou pire encore. Donc voilà, hyper important. Autre élément important, il faut toujours apporter les chaussettes que vous allez utiliser pour randonner.
quand vous allez essayer vos chaussures. Parce que les bas qu'on utilise dans la vie quotidienne, c'est pas du tout les mêmes que ce qu'on utilise quand on fait de la randonnée. Donc, ils sont généralement plus épaisses et tout. Donc, c'est vraiment important de les apporter. En parlant des chaussettes, juste rapidement quelques trucs. On n'utilise pas de coton dans les chaussettes de randonnée, à prohibir absolument, sauf si vous voulez avoir des ampoules et les pieds gelés tout le temps. Et on privilégie plutôt les matières synthétiques ou la laine mérino, mais je vais probablement faire un épisode là-dessus, donc stay tuned. Un autre truc très important que pas tout le monde connaît, c'est d'essayer les chaussures en fin de journée. Parce qu'en fin de journée, nos pieds sont plus gonflés qu'en début de journée et donc, ben, ils sont plus gros. Donc, c'est important de prendre ça en considération. D'ailleurs, moi, par exemple, là, je viens de m'acheter une paire de chaussures récemment. Je les ai essayées la première fois autour de midi. Et la deuxième fois, je suis retournée les essayer en fin d'après-midi après avoir marché 2-3 heures. Et alors que la mesure m'allait très, très bien la première fois, j'ai réalisé que non, il fallait vraiment que je prenne une pointure au-dessus parce qu'en fin de journée, mes pieds étaient plus gonflés. Donc ça, c'est hyper, hyper important à ne pas sous-estimer. Ça fait vraiment une grosse, grosse différence. Donc, important, on y va en fin de journée. En plus, il y a généralement moins de monde dans les magasins en fin de journée. Donc, c'est juste gagnant-gagnant. Ensuite, quand on est en magasin, on essaye différents modèles. On n'essaie pas un seul modèle parce qu'on ne sait jamais. Il y a peut-être les marques sont très différentes. Ils ont des formes différentes, des semelles différentes, des technologies différentes. Donc, c'est vraiment important. On essaye différents modèles pour voir lesquels dans lesquels on se trouve le mieux. On essaie aussi différentes tailles. C'est pas parce qu'on pense qu'on fait du 32 qu'il faut juste essayer en 32. Moi, je conseille toujours d'essayer au moins un numéro en dessous, au moins un numéro au-dessous. En dessous, mon Dieu, j'ai mêlé les choses, mais bon, en dessous et au-dessus, pour vraiment décider, choisir la bonne taille pour soi. Vraiment, vraiment très, très important. Généralement, d'ailleurs, on conseille de prendre un demi, voire un numéro en plus de sa taille normale. Là, ça va dépendre du type de chaussures et tout, mais voilà, c'est quand même, généralement, on prend un peu plus grand des chaussures de randonnée que sa taille normale aussi, comme je vous ai dit, juste parce que déjà, les bas sont plus épais, on fait de l'activité physique, donc nos pieds se gonflent plus facilement, etc., etc. Donc, ça, c'est très important. Un autre élément vraiment important, on essaie toujours les deux pieds. Tout le monde a un pied plus gros que l'autre, plus long que l'autre, plus large que l'autre, je sais pas quoi. Donc, on utilise toujours les deux pieds des modèles qu'on utilise parce que ça peut faire une grosse différence et devoir déjà prendre un numéro plus grand ou plus petit, par exemple, parce qu'un des deux pieds rentre pas dans le numéro qu'on a essayé, dans la taille qu'on a essayé, par exemple. Donc, ça, c'est super important. Il faut aussi faire attention à la largeur des chaussures. Ça, c'est quelque chose qu'on se focalise souvent sur la longueur, hein, mais pas sur la largeur. Moi, par exemple, je sais que j'ai une plante des pieds très large. Donc, quand j'arrive en magasin, c'est la première chose que je dis. Je dis, moi, j'ai une plante de pied très large, donc montrez-moi pas les chaussures avec la plante de pied étroite, c'est sûr qu'ils vont pas me faire. Donc, ça, c'est important. Sachez déjà aussi, si vous avez une plante plus étroite, plus large. D'ailleurs, les modèles pour les hommes tendent à avoir la plante plus large que les modèles pour femmes. Donc, si vous êtes une femme avec des pieds larges ou un homme avec des pieds étroits, n'hésitez pas non plus à aller voir les modèles de l'autre sexe parce que ils pourraient être plus adaptés. Faut aussi faire très attention aux points de compression et de frottement. Une fois qu'on met les souliers, ben là, justement, par exemple, la largeur, moi, je le sens tout de suite. Là. Des fois, ça me comprime les deux extrémités de la largeur du pied. Si ça comprime, si c'est, OK, on sent que la chaussure nous enrobe, entre guillemets, complètement, ça, c'est une chose. Mais si on sent vraiment juste comme un point ou deux ou certains points précis où il y a de la compression, ça, c'est pas normal. C'est probablement parce qu'elles sont trop petites ou que le modèle n'est pas adapté à la morphologie de votre pied. Ensuite, autre élément important pour vérifier tout ça, c'est de marcher avec les chaussures pendant plusieurs minutes dans le magasin et de les essayer en montée et en descente si possible. Donc, moi, je vous conseille un bon magasin de chaussures de plein air a un genre de parcours avec une montée et une descente. S'il n'y a pas ça,
change de magasin, je pense. Moi, en tout cas, c'est mon avis. C'est vraiment important de l'essayer en montée, en descente, surtout pour voir, par exemple, en descente, si les orteils cognent pas sur le devant de la chaussure, ce qui est un problème qui arrive très, très souvent. Moi-même, j'ai fait cette erreur-là de choisir des chaussures pas vérifiées et en descente, ça cognait tout le temps et c'est vraiment très, très désagréable. En plus d'être dangereux parce que vous risquez de perdre vos ongles. Donc voilà, on veut éviter ça. Si vraiment il n'y a pas de parcours comme ça, vous pouvez aussi cogner le bout de la chaussure sur le plancher et voir si vos orteils accotent. Là, ça veut dire que justement, la taille est trop petite. Il faut prendre une taille plus grande. Ensuite, autre chose importante, avec les orteils, il faut les bouger vers le haut, les étirer comme en éventail pour voir qu'ils aient assez d'espace parce que si elles sont comprimées, vous allez marcher avec les orteils crampés et ça c'est pas bon, vous allez vous faire mal. Justement, vous pourriez même avoir des crampes aux orteils, ce qui est vraiment désagréable. Donc, on évite. Voilà, très important, on prend son temps quand on veut magasiner des chaussures de sport. On va pas là entre deux commissions, entre deux rendez-vous, un peu comme ça à la va-vite. On prend son temps, on essaie, on marche pendant plusieurs minutes dans le magasin, on fait plusieurs fois les montées, les descentes, on fait tous les petits tests, on s'assure bien qu'elles soient confortables avant de les acheter. Et je le dis, mais faut pas choisir son modèle sur la couleur, en se basant sur la couleur des chaussures. Moi-même, c'est un truc, j'aime pas les chaussures flash avec des couleurs improbables et tout. Moi-même, des fois, je suis comme, ah non, mais ça, c'est le modèle qui me va le plus, mais la couleur, elle est horrible. Mais c'est vraiment important, les chaussures, on s'en fiche de la couleur. L'important, c'est qu'elles soient confortables. Voilà, donc pour l'achat, le dernier élément que je voulais dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est après l'achat, donc l'importance de casser les chaussures pour bien les faire à son pied avant d'aller en randonnée. Donc, sérieusement, il faut vraiment... Moi, je les mets dans ma maison le plus souvent possible. Je les garde là, les quelques premiers jours après l'achat. Je les garde dans la maison. Si je suis pas certaine, par exemple, que ce soit le bon modèle et tout, je marche avec juste dans la maison. Comme ça, je les salis pas et tout. Donc, si c'est possible de les retourner, c'est comme ça, je les ai pas salis. Mais sinon, si je suis convaincue et tout, chaque fois que je sors, je les mets. Je vais marcher avec. Je fais tout avec. Comme ça, je les casse bien pour que quand je les amène en randonnée, elles soient bien faites à mon pied. Il n'y a rien de pire que de mettre des chaussures de randonnée pour la première fois sur une randonnée et souffrir comme le martyr ou avoir des ampoules. C'est vraiment pas conseillé. Donc voilà, on essaie le plus possible ces chaussures avant de les utiliser dans la nature. Donc voilà, ok, c'est un épisode hyper long. Je suis vraiment désolée, il y avait beaucoup de choses à dire, mais comme je vous disais, les chaussures, c'est un élément essentiel. Donc voilà, je tenais à prendre le temps nécessaire pour expliquer comment bien les choisir. Petit résumé, pour bien choisir ses chaussures, première étape, on détermine quelle est sa pratique de la randonnée pour ensuite bien choisir le type de chaussures qui est adapté à cette pratique. On choisit notre modèle selon des critères comme le tissu, la hauteur de la tige, la rigidité et le poids de la chaussure. C'est hyper important, on essaie les chaussures en magasin et on prend son temps pour bien vérifier que ce soit la bonne chaussure pour soi. Et finalement, on les casse avant de les mettre pour faire de la randonnée. Ça va être toujours plus agréable. Donc voilà, j'espère que cet épisode a été utile. Une fois encore, désolée de la longueur, mais j'espère que vous avez appris tout ce dont vous avez besoin pour bien choisir vos souliers et pas souffrir en randonnée parce qu'il n'y a rien de pire. Donc voilà, j'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir de le lire et ça permet aussi à d'autres personnes de découvrir le podcast. Donc, c'est super gentil, ça prend 2 secondes à faire et ça aide beaucoup le podcast à se faire connaître. Donc, voilà. Et sinon, moi, je vous retrouve pour un prochain épisode et en attendant, je vous souhaite de belles randonnées. Bye! Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Tu trouveras la transcription de l'épisode ainsi que toutes les ressources mentionnées sur randonneyzen.com.
Et n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée et de laisser un avis. C'est une façon simple et gratuite d'encourager le podcast. On se retrouve pour le prochain épisode et en attendant, je te souhaite de faire de belles randonnées.